Ce week-end, à Londres, aura lieu la dernière manche du championnat du monde de formule électrique. La Formule E, telle qu'elle est plus communément appelée, est la seule catégorie de monoplace FIA avec un moteur exclusivement électrique. C'est une catégorie à la fois futuriste mais également pleine de spectacles qui vaut vraiment le détour. La Formule E, c'est avant tout trois choses, dont deux évoquées en introduction. C'est un championnat du monde de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. C'est le seul avec des monoplaces à propulsion exclusivement électrique. Et enfin, c'est un championnat qui se déroule principalement sur des circuits urbains et temporaires, c'est-à-dire qu'ils sont en plein centre de grandes villes, mais sont construits uniquement pour l'événement et disparaissent immédiatement après. La naissance de la Formule E remonte à 2011 dans un restaurant parisien. Une rencontre entre deux hommes qui vont devenir deux hommes clés pour le championnat, Jean Todt, alors président de la FIA, et Alejandro Agag, un businessman espagnol qui deviendra le président fondateur de la Formule E. Ensemble, ils dessinent les premières ébauches du championnat qui verra le jour en 2014 sur le parc olympique de Pékin. La première course regroupe déjà certains noms assez prestigieux, notamment d'anciens pilotes de Formule 1, Jarno Trulli, Takuma Sato, Sébastien Buemi, Franck Montagny ou encore Bruno Senna, avec des palmarès assez inégaux, il faut le dire, mais des noms que l'on connaissait déjà. Le championnat sera spectaculaire dès sa naissance puisqu'il verra un accrochage dans le dernier virage entre Nicolas Prost et Nick Heidfeld, laissant Lucas Di Grassi filer vers la victoire. Le but de ce championnat, dès sa naissance, c'est de promouvoir l'utilisation de la voiture électrique, de faire un championnat éco-responsable qui aide également la recherche, dans le domaine de l'électrique notamment, mais pas uniquement, et qui va finalement inspirer les voitures du futur. La première étape, c'était donc de s'éloigner des moteurs thermiques. Dès la naissance du championnat, les voitures devaient être entièrement électriques. Sauf que si on remonte en 2014, les batteries ne tenaient pas si bien que cela, si bien que pendant une course, il fallait alors changer de monoplace parce que la batterie n'allait pas tenir et ça donnait lieu à des scènes assez spectaculaires puisque les pilotes rentraient au stand, s'extrayaient de leur voiture, rentraient dans une deuxième, dans une durée assez réglementée pour que ça ne soit pas dangereux et qu'il s'attache bien évidemment. Mais vous comprenez bien que ce championnat a été un témoin finalement des progrès de l'électrique puisque cela n'a duré que 4 saisons et dès que la deuxième génération de voitures a été introduite, plus besoin de changer de voiture. Alors c'était spectaculaire, mais ça mettait pas vraiment en avant l'électrique. Là maintenant, on a des batteries bien plus performantes et bien plus résistantes. Organiser des courses en ville était là aussi une question reliée à l'empreinte carbone, puisqu'ils n'ont pas construit de parking exclusivement dédié à l'événement, comme on peut le voir en Formule 1 avec des immenses parkings pour accueillir tous les fans. Là, on promeut l'usage des transports en commun pour se rendre sur le circuit. La Formule E est enfin membre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Vous l'avez compris, c'est le bon élève de la FIA en matière de développement durable. À la naissance du championnat, les monoplaces dépendaient un petit peu des capacités que l'on avait alors en électrique, qui n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Dès lors, ils ont choisi de faire un championnat avec des voitures identiques, elles étaient toutes les mêmes, elles avaient les mêmes moteurs, les mêmes batteries. Ça a changé assez rapidement, désormais chaque constructeur peut produire son moteur, sa boîte de vitesse ou encore son boîtier de gestion électronique. Il y a quand même des différences entre les voitures, même si les écarts de performance, on en reparlera dans quelques instants, sont extrêmement resserrés. Il y avait donc déjà eu deux premières générations de Formule E, celle où on changeait de monoplace, puis une deuxième un petit peu relookée, plus performante, et cette année a été introduite la Gen 3, encore un style extrêmement différent, inspiré d'un avion de chasse, très rectiligne, il n'y a aucune courbe quasiment sur la voiture. Sur le côté purement esthétique, j'avoue avoir une petite préférence pour la Gen 2, mais par contre en termes de performance, les Gen 3 sont assez impressionnantes, il faut le dire, notamment par rapport aux Gen 1, elles ont quasiment le double de puissance et environ 100 km/h de vitesse de pointe en plus. Il y a eu un sacré progrès. La Gen 3 développe 350 kW en qualification, le seul moment où elle est poussée au maximum, c'est environ 470 chevaux, pour un poids, pilote compris, annoncé à 840 kg. C'est un rapport puissance pas mal du tout, surtout qu'elle a l'avantage d'être une voiture électrique. Et vous le savez, les voitures électriques, ça accélère extrêmement fort. Le 0 à 100 est avalé en moins de 2 secondes.
ce sont des vraies bêtes. Une réaccélération phénoménale, mais aussi une voiture plus courte et plus légère que la Gen 2. Bref, on essaye vraiment d'adapter au maximum ces Gen 3 à la typologie des circuits, des tracés urbains où il faut vraiment avoir de la reprise si on veut pouvoir dépasser. Il faut des voitures maniables, agiles, qui peuvent s'attaquer. Enfin, une dernière spécificité, les boîtes de vitesse ne comportent que 3 rapports, dont la marche arrière, ce qui fait que les pilotes sont quasiment tout le temps dans le même rapport engagé. Spécificité, là aussi, de l'électrique. En Formule 1, il y a actuellement 11 écuries, mais elles changent assez souvent. Il y a assez souvent des gros noms qui se font racheter par d'autres gros noms, parce que vous allez le voir, on retrouve pas mal de constructeurs. Le dernier en date auquel je pense, c'est Mercedes, qui est arrivé en 2018, qui a fait 3 saisons, qui a gagné 4 titres, et qui est reparti aussitôt, racheté par Neom McLaren. Mais McLaren ne produit pas son propre moteur. Elle l'achète à l'écurie Nissan, mais ce n'est pas la seule, puisque Abt Cupra, par exemple, achète son moteur à Mahindra, Avalanche Andretti achète son moteur à Porsche, et Envision achète son moteur à Jaguar. On a aussi des écuries qui produisent leurs propres moteurs et qui sont finalement indépendantes, NIO, Mahindra, Nissan, qui fournissent donc, vous l'avez entendu, des moteurs à d'autres écuries parfois, Maserati, même si là c'est encore un cas un petit peu plus particulier. Et on a aussi de grandes équipes qui sont souvent associées à des sponsors. En Formule 1, il est fréquent de voir associer le nom d'une marque au nom d'un sponsor. On a par exemple donc Tag Heuer Porsche, mais également Jaguar TCS, ou encore le cas particulier de DS Penske qui associe un constructeur à une équipe de sport automobile. Vous le voyez, il y a donc une énorme diversité parmi les écuries de Formule 1. On a eu pas mal d'écuries chinoises, à l'heure actuelle il y a donc NIO, mais on retrouve aussi une écurie indienne, Mahindra, et des constructeurs bien plus connus en Europe, donc Porsche, DS, etc. Bref, c'est un championnat avec beaucoup de variétés. C'est pas le championnat le plus cher du sport automobile, et en revanche, c'est un championnat électrique, donc en termes d'image de marque, c'est souvent assez intéressant. Côté pilote, d'un œil extérieur, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu 3 catégories. Les légendes de la Formule 1, ceux qui sont soit champions du monde, soit multiples vainqueurs, donc forcément les Lucas Di Grassi, Sébastien Buemi, j'ai mis Sam Bird aussi, qui est le seul non-champion du monde de la liste, mais qui a 11 victoires, Antonio Félix d'Acosta, Jean-Éric Vergne, le français qui est le seul double champion du monde de l'histoire du championnat, et j'ai même mis Stoffel Van Dorn, qui certes a un petit peu moins de courses que tous les autres, mais est tout de même le champion du monde en titre. On a ensuite des noms qui ne sont pas forcément connus dans d'autres catégories du sport automobile, même s'ils y ont fait des passages, mais qui commencent progressivement à s'affirmer comme de très bons pilotes de Formule 1, à l'image de Jake Dennis, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein, Mitch Evans, Robin Frins ou encore Maximilian Günther, je vais pas tous les nommer. Et enfin, il y a forcément des rookies ou des pilotes qui ont peu d'expérience, qui ont moins de 2 saisons et qui essayent de s'affirmer au sein de ce plateau. On retrouve par exemple des noms que l'on connaît, Roberto Merhi ou Dan Ticktum, mais aussi 2 autres Français, Norman Nato et Sacha Fenestraz. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon d'une grille extrêmement hétérogène avec beaucoup d'anciens pilotes de Formule 1, mais aussi de pilotes qui font en parallèle le championnat du monde d'endurance. Bref, comme du côté des constructeurs, c'est un championnat très varié. Et souvent, quand on regarde une course, on découvre « Oh tiens, il y a ce pilote-là que je connais. Qu'est-ce qu'il donne aujourd'hui ?» La saison 9, telle qu'on les appelle en Formule 1, on ne parle pas de saison 2023, on parle bien de saison 9, notamment parce qu'au début, elles étaient à cheval sur 2 saisons. Donc la première, c'était 2014-2015. Bref, la première saison de la Gen 3 a commencé à Mexico avec une victoire d'un certain Jake Dennis sur une Avalanche Andretti. Début réussi d'ailleurs pour l'écurie puisque son coéquipier André Lotterer s'est classé 4e de cette course. Mais l'homme fort du début de saison, c'était Pascal Wehrlein, le pilote allemand sur sa Tag Heuer Porsche, puisqu'il termine 2e de cette course et remporte les 2 suivantes en Arabie Saoudite avant de se classer encore 4e en Inde. Cependant, la suite de la saison a été un petit peu plus compliquée pour l'Allemand qui ne s'est jamais classé dans le top 5 des 5 courses suivantes, jusqu'à sa victoire à Jakarta où il s'est un petit peu relancé. Mais finalement, cette période illustre un petit peu le championnat du monde de Formule 1 en lui-même. Parce que la diversité, elle n'est pas que dans les écuries, dans les pilotes, elle est aussi dans les résultats. On a souvent énormément de changements d'un circuit à l'autre. D'ailleurs, à cette période-là, on avait eu 6 poleman différents en 6 courses. Et même sur l'ensemble de la saison, aucun pilote n'a pris plus de 2 pole positions. Ce qui prouve que vraiment, ça change tout le temps. Certains parviennent à prendre régulièrement le dessus, à l'image de Mitch Evans ou de Nick Cassidy, qui ont chacun 3 victoires cette saison. Mais en Formule 1, ce qui prime surtout, c'est la régularité.
Et résultat, lorsque l'on aborde le dernier meeting à Londres où il y aura 2 courses, on en reparle dans quelques instants, eh bien on a un leader du championnat assez solide qui s'appelle Jake Dennis, qui n'a eu que 2 victoires en 14 courses cette saison, mais qui par contre est monté sur le podium à 9 reprises. Et résultat, il mène confortablement le championnat alors qu'il reste 58 points à distribuer. Il en a 24 d'avance sur Nick Cassidy, son plus proche concurrent. Mitch Evans est 3e à 44 points. Et mathématiquement, Pascal Wehrlein peut encore être champion du monde. Il a 49 points de retard. Côté français, c'est une nouvelle fois Jean-Éric Vergne qui s'en sort le mieux. Le double champion du monde pointe à l'heure actuelle à la 5e place du classement des pilotes. Malgré une saison où il y a eu pas mal d'irrégularités, malheureusement pas forcément beaucoup de réussite, il a tout de même réussi à empocher une victoire et 3 podiums, tandis que Norman Nato est monté lui une fois sur le podium et que Sacha Fenestraz a signé une pole position. Le dénouement de cette saison se déroulera donc à Londres avec 2 courses, une ce samedi, une ce dimanche. C'est à suivre sur les antennes d'Eurosport et de la chaîne L'équipe. Il reste donc dans cette saison 9 un meeting pour 2 e-prix tels qu'on les appelle. Ce ne sont pas des grands prix mais des e-prix puisque c'est électrique, qui vont se dérouler donc sur le même week-end. C'est assez fréquent d'avoir des double headers où on a une course le samedi, une course le dimanche, et le format sera le suivant: 3 séances d'essais libres, une le vendredi soir, puis à chaque fois une le samedi matin et une autre le dimanche. Et ensuite, il y aura une séance de qualification et une course par jour, ce qui est bien que l'on va clairement distinguer la 15e manche de la 16e manche. Ce qui se passe le samedi n'a rien à voir avec ce qui se passe le dimanche. Contrairement à la F1, on va pas aller se mélanger avec des histoires de sprint ou quoi. Il y a juste une course le samedi, une autre le dimanche. Les 2 séances de qualification auront lieu à 13h40 selon un format unique. Et là, je vais vous demander un petit peu de concentration pour essayer de comprendre. Vous allez voir, c'est un petit peu technique, mais on va s'en sortir. Les pilotes partent donc en 2 groupes de 11, définis selon leur classement au championnat du monde. Donc les premiers, 3e, 5e, les nombres impairs partiront dans le premier groupe et les nombres pairs dans le deuxième. Les 4 pilotes les plus rapides de chaque groupe sont ensuite qualifiés pour ce que l'on appelle des quarts de finale. C'est-à-dire que au sein de chaque groupe, le premier va affronter le 4e et le 2e et le 3e s'affronteront dans un duel où le plus rapide passera en demi-finale. On a ensuite donc les 2 meilleurs de chaque groupe qui restent, ce qui nous fait un vainqueur dans chaque groupe. Le vainqueur du groupe A et le vainqueur du groupe B s'affrontent. Celui qui gagne est alors le poleman. Jusque-là, c'est technique, mais on tient encore. Par contre, il faut établir ensuite le reste de la grille. Eh bien, on va prendre les meilleurs chronos des demi-finalistes, puis des quarts de finalistes. Cela va donc nous donner l'ordre des 8 premiers. Et après, on va aller piocher les pilotes un par un dans chaque groupe. C'est-à-dire que le 5e du groupe du poleman s'élancera 9e, puis le 5e du groupe du second s'élancera 10e, et ainsi de suite. 6e du groupe du poleman, 6e du groupe du second, et on découle la grille de cette manière. C'est un format un petit peu technique, mais assez spectaculaire. Ça donne des qualifications uniques en leur genre, et vous êtes pas mal accroché à votre télé. C'est à 13h40 ce samedi et ce dimanche. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Les 2 courses démarreront-elles à 18h03, heure française. Voilà, il fallait pas faire trop simple non plus. Et elles dureront un nombre de tours défini, sauf que ce nombre de tours peut être réajusté s'il y a eu une safety car ou un full course yellow. Full course yellow, c'est un petit peu l'équivalent d'une virtual safety car. Tout le monde doit ralentir et se mettre à une vitesse réduite. Et à ce moment-là, on peut éventuellement rallonger la course. Bon, on va espérer que ça n'arrive pas parce que sinon ça commence à être assez technique. Sinon, pour le reste, ça ressemble pas mal à une course de Formule 1. On a un départ arrêté, on a ensuite des pilotes qui doivent essayer de se doubler entre eux et d'être finalement les premiers à l'arrivée. Mais il y a quelques spécificités. Allez, je vous en rajoute une dernière. Après, promis, j'arrête de vous embêter. L'attaque mode qui est à déclencher obligatoirement 2 fois pendant une course. Il faut aller en dehors de la trajectoire, passer entre des portes. Donc, ce qui vous fait perdre du temps, puisque vous quittez la trajectoire, vous pouvez vous faire doubler. Par contre, pendant une certaine durée limitée, vous avez un boost de puissance qui vous permet d'aller plus vite et de dépasser. Mais quoi qu'il se passe dans la course, il faut le déclencher au moins 2 fois. C'est un petit peu technique, mais là aussi, ça rend la course encore plus intéressante. En fait, en Formule 2, vous pouvez jamais vous ennuyer. Il y a tout le temps de l'action, tout le temps des dépassements. Il se passe tout le temps des choses. Et contrairement, par exemple, au Grand Prix de Hongrie qu'on a eu ce week-end, il se passe toujours quelque chose. En Formule 2, clairement, les courses ne sont jamais calmes. Par conséquent, vous l'avez bien compris, même si Jake Dennis a une certaine avance,
le championnat est encore loin d'être joué puisqu'il reste encore pas mal de points à distribuer sur ces deux courses. Le format en termes de points est le même qu'en Formule 1, 25, 18, 15, 12, etc. avec un point pour le meilleur tour en course s'il termine dans le top 10 et également 3 points pour le poleman. Ça fait un total de 58 points à attribuer sur ce week-end. On verra si c'est suffisant pour que Nick Cassidy ou un autre se rapproche de Jake Dennis. Depuis sa création, la Formule 1 est un championnat unique. Avant tout, je vous le disais, parce que c'est le seul championnat où on a des monoplaces entièrement électriques, mais aussi parce qu'on a des circuits uniques, des circuits urbains extrêmement serrés, où il est très dur de dépasser, et par conséquent, les pilotes parfois forcent un peu le passage. Il y a souvent énormément d'actions, et il y a des choses qui ne peuvent se passer qu'en Formule 1. Voici 5 d'entre elles. Numéro 1, une course à Paris. Et oui, qui dit course en ville, dit grande ville, dit Rome, dit Londres, dit aussi la capitale française. L'image écolo de la catégorie avait convaincu la maire socialiste Anne Hidalgo d'organiser une course dans la capitale en 2016 sur le circuit le plus court du championnat, moins de 2 km autour des Invalides. Pas le circuit le plus spectaculaire parce qu'il était assez serré, mais on y a quand même vu une victoire française, celle de Jean-Éric Vergne. Personnellement, j'ai eu la chance d'assister à certains de ces prix. C'était vraiment des expériences fantastiques de voir des Formule 1 dans les rues de Paris. C'était des images assez folles. On espère que ce e-prix va revenir puisqu'il a disparu depuis la pandémie. Il y avait eu auparavant 4 éditions. Il y a des discussions sur peut-être un nouveau circuit où il serait un peu moins difficile de dépasser. Bref, il y a toujours des négociations en cours, mais on espère que ça reviendra un jour. Numéro 2, un boost octroyé par les fans. Non, ce n'est pas une blague, jusqu'à l'année dernière, vous pouviez voter pour donner un fan boost à votre pilote favori, un surplus de puissance qu'il allait pouvoir activer pendant une ligne droite afin d'effectuer un dépassement unique, comme la Formule 1. Numéro 3, Nelson Piquet Jr., champion du monde. Bon là j'avoue c'est une petite balle perdue pour le pilote brésilien, mais qui vous le savez n'a pas eu forcément des résultats très glorieux en Formule 1, on en reparlera, mais qui pourtant est bel et bien le premier champion de l'histoire de la Formule 1. Il s'était imposé pour un petit point devant Sébastien Buemi lors de la saison 1, au volant d'une Nextev, une écurie chinoise, signant 2 victoires sur toute la saison. Numéro 4, un pilote qui met dehors son adversaire au championnat lors de la dernière course, et qui perd quand même le championnat. Bon, j'ai un petit peu triché sur la première partie parce que c'est déjà arrivé en Formule 1, mais dans un contexte très particulier. Je vous le rappelle, en 1990, Ayrton Senna avait mis dehors Alain Prost au Grand Prix du Japon, devenant par conséquent champion du monde. Eh bien, on remonte en 2016. Dès le premier tour de la dernière manche de la saison, Lucas Di Grassi est venu assassiner Sébastien Buemi. Vous direz ce que vous en voudrez dans les commentaires. Il y a des indices quand même qui indiquent que c'était plutôt volontaire. Sauf que, souvenez-vous, à l'époque, on était sur la première génération où il fallait changer de voiture et dans le règlement, on marquait 2 points pour le meilleur tour, peu importe la position où l'on terminait. Et à ce moment-là, Buemi et Di Grassi sont à égalité parfaite au championnat. Ils rentrent donc tous les deux dans la voie des stands, changent de voiture et partent pour essayer de signer le meilleur tour possible. L'histoire finit bien puisque c'est finalement Sébastien Buemi qui le signe, même si voilà, c'est pas la façon dont il aurait aimé gagner le titre. 5. Un pilote qui insulte ses adversaires en français à la radio et qui est diffusé à l'international. On revient à Sébastien Buemi dont on parlait il y a quelques instants, un des grands noms de la Formule 1, pilote suisse et francophone, qui était alors pilote pour Renault-Idams, donc une écurie française, et ça n'était pas réglementé comme en Formule 1, on pouvait parler en français à la radio, c'est donc ce qu'il faisait, et il s'est trouvé assez furieux lors de l'avant-dernier prix de la saison à Montréal, avec notamment cette team radio qui est devenue légendaire. Incroyable comment on roule avec des mecs qui n'ont pas de niveau. Hop, qui me rentre dedans, d'Acosta qui fait n'importe quoi, mais il faut qu'il retourne au Portugal, lui. Buemi ne mâchait pas ses mots, petit retour en arrière. Il y avait eu plusieurs touchettes avec Antonio Félix d'Acosta pendant toute la course, mais surtout il s'était fait percuter par Daniel Abt à la sortie des stands. Et alors là, il avait été sans filtre. Il vient de me rentrer dedans, il y a le full Corsiello, espèce de connard de Abt. Il m'a complètement rentré dedans, il y a le full Corsiello. Il vient de me rentrer dedans exprès, ce full Corsiello. Voilà, j'en ai terminé des petites anecdotes et de cette présentation du championnat du monde de Formule 1.
C'était un petit peu long, j'en suis désolé, mais il y avait vraiment énormément de choses à raconter. Je vous invite vraiment à regarder les 2 dernières manches de la saison ce week-end à Londres. Et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!